Donc, la dernière fois, on était arrivé aux catalyses biologiques et thermodynamiques de la réaction chimique. Mais avant ça, juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, on va un petit peu revenir vers l'arrière. On était en train de parler de l'énergie d'activation d'une réaction. J'avais donné cette relation. Et on avait dit que on cherchait comment abaisser cette énergie d'activation et que par l'enzyme, la réaction, l'enzyme, elle abaisse cette énergie d'activation. C'était la question comment on fait pour abaisser l'énergie d'activation. Et je vous avais donné cet exemple, c'est que pour comprendre la réaction enzymatique, je vous avais dit que si vous êtes, par exemple, vous êtes là, vous avez à traverser un torrent, donc vous avez deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit je fais un grand saut et je vais être ici, mais ça va me demander une grande énergie, ou bien je vais faire des petites, je cherche là où il y a des cailloux et je mets mon pas et je fais des petits sauts et j'arrive là. Donc là, le résultat est le même, mais ici, il y a de moindre énergie. C'est en fait la réaction enzymatique, elle se fait avec moindre énergie et en passant par des étapes. Ce qu'on avait expliqué ici, ce qu'on va revenir là-dessus en détail, proprement dit, dans la partie enzymologie. Donc, on a dit que l'enzyme, donc on est passé maintenant, jusqu'à maintenant, on parlait de la réaction chimique en général, on disait A plus B donné à la fin C plus D. Ici, directement, on est rentré dans E plus S, c'est-à-dire enzyme plus substrat, et à la fin, on aura enzyme plus produit. C'est-à-dire, on aura le produit de la réaction qu'on va étudier dans cette partie du cours. Mais on a dit que cette réaction enzymatique, elle se fait par des étapes et des intermédiaires pour de l'état initial à l'état final. Ces étapes-là, elles sont de moindre énergie. Vous désactivez votre micro, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un qui a oublié de désactiver votre micro. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Donc, on passe de E, par exemple, de l'enzyme normale à l'enzyme activée, de S normal à S activé. On a dit que on appelle ça, c'est un état de transition qui passe donc des molécules de leur état initial à leur état activé et ils réagissent. Cet état activé, c'est à ce niveau-là qu'ils vont réagir pour donner un complexe ES. On va voir ça en détail par la suite, qui va donner EP et par la suite EP activé, et par la suite on aura E plus P. En fait, l'essentiel à retenir déjà ici, c'est que l'enzyme, elle permet d'abaisser cette énergie d'activation. Donc, donc le paragraphe suivant, c'est catalyse biologique et thermodynamique de la réaction. Catalyse biologique, la plupart des réactions chimiques sont catalysées par les enzymes s'effectuant dans des cellules dans la cellule vivante. Alors, l'ensemble de ces réactions constitue ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire. C'est quoi le métabolisme cellulaire? En fait, dans le métabolisme, on a deux choses ou bien deux parties à connaître, c'est le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, c'est la dégradation, c'est-à-dire la dégradation donc c'est le cycle de matière organique dans lequel les voies de catabolisme sont de réactions cellulaires qui vont arriver à dégrader un composé et ils demandent, donc ce sont pourvoyeuses d'énergie utile. Alors que pour l'anabolisme, c'est-à-dire la synthèse, bon, catabolisme, c'est la dégradation, anabolisme, c'est la synthèse. Donc là, ensemble de réactions cellulaires consommant cette énergie. Donc ici, dégradation, il va se faire en libérant de l'énergie. Et dans l'anabolisme, il va y avoir cette énergie, va être consommée dans ces réactions d'anabolisme. La production d'énergie chimique, on a parlé de l'énergie dès le début du cours. La production d'énergie chimique elle se fait à partir de la dégradation de nutriments riches en énergie. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, bien sûr, c'est des calories. Ils sont riches en énergie qui vont vous servir, donc qui vont servir pour votre métabolisme. Ou bien à partir de l'énergie solaire. Donc, c'est le cas d'autres réactions qui vont se faire par l'utilisation de l'énergie solaire. Les enzymes sont des unités fonctionnelles indispensables à ces activités métaboliques, car c'est eux qui vont permettre, bien sûr, ce déroulement
de réaction, transformation, avec bien sûr des conditions physico-chimiques compatibles à la vie cellulaire. Vous vous rappelez, quand on parlait de la réaction chimique en général, on a dit que on pouvait parler de la température, de la pression, de pH, etc. Mais on a dit que quand on arrive à la cellule vivante, bien sûr, on doit avoir les conditions de la cellule vivante. Donc tout ça, c'est en général qu'on va détailler par la suite. Donc l'enzyme, c'est quoi la définition de enzyme? Enzyme, c'est un catalyseur biologique nécessaire à toute réaction biologique, permettant de concilier en fait deux idées. Donc là, l'enzyme, déjà, c'est un catalyseur biologique ou bien un biocatalyseur, mais on a deux idées qui sont toujours se rapportent aux enzymes. Lesquelles? La première, c'est la rapidité du processus biologique. La réaction biologique, elle est toujours rapide. On va voir qu'elle est instantanée. Par la suite, on va voir que c'est une réaction qui est instantanée. Dès que vous mettez l'enzyme dans son substrat, dans les conditions optimales, la réaction enzymatique, elle est déclenchée. D'accord? Donc, c'est quoi ce processus avec ces transformations biochimiques? Avec la vitesse réactionnelle des composants, donc pH, température, pression, tout ça va être compatible à la vie. La deuxième des choses, qui est toujours avec l'enzyme, c'est la conservation des fonctions protéiques au cours de ce processus. Jusque-là, quand vous faisiez une réaction chimique, et quand on vous parlait d'un catalyseur, le catalyseur, il est consommé. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, vous ne trouvez plus ce catalyseur. L'enzyme, non. À la fin, on a le produit, mais on reconstitue l'enzyme. C'est ça sa particularité. D'accord? Donc, on retient rapidité et puis conservation des fonctions protéiques parce qu'on va voir, et vous le connaissez déjà, j'espère, que bien sûr l'enzyme, ce sont des protéines. Alors on va on va donner un exemple pour expliquer tout cela. Donc par exemple l'amidon, que vous connaissez tous, c'est un substrat, donc on vient de le voir en biochimie structurale, c'est un polysaccharide constitué de N molécules de glucose liées par des liaisons alpha 1,4 et alpha 1,6. Il constitue un substrat énergétique potentiel pour l'être vivant, c'est-à-dire que quand on mange, quand on prend l'amidon, le corps de notre corps va, quand il en aura besoin, va dégrader cet amidon par une enzyme qui s'appelle l'amylase, qui va donc libérer le glucose qui va être utilisé par notre organisme. Alors ce polysaccharide, qui est donc de réserve de 30 à 300 kilodaltons, c'est-à-dire de 100 à 2000 molécules de glucose, donc on vient de dire qu'ils sont liés par des liaisons glucosidiques. Alors, si on le dépose tout seul, l'amidon peut demeurer indéfiniment à 37 degrés. Si on le laisse à 37 degrés, sans qu'il subisse de dégradation. Il ne peut être dégradé chimiquement, c'est-à-dire catalyse chimique, et ici c'est une catalyse minérale, qu'en présence de HCl. Si vous déposez l'amidon tout seul, il ne va pas se dégrader. Il a besoin d'un catalyseur chimique qui est HCl, donc c'est l'hydrolyse acide. Il va le dégrader, mais à 100 degrés, et il a besoin de temps de 1 heure. Pendant 1 heure, et on doit augmenter la température jusqu'à 100 degrés. Dans ce cas-là, on va avoir dégradation de l'amidon qui va libérer les molécules de glucose. Si on prend la même quantité d'amidon, la salive, notre salive, elle contient une enzyme qui est l'amylase. Alors, si vous prenez juste un bout de pain qui est bien sûr riche en amidon, si vous le déposez dans votre bouche sans même mâcher, vous allez voir qu'il commence à se dégrader. En fait, ceci est dû à quoi? Il est dû à une enzyme qui est l'amylase. C'est une enzyme ou bien un catalyseur biologique qui dégrade l'amidon au bout de 9 minutes et à 37 degrés. Vous voyez la différence. Ici, à 37 degrés, la réaction chimique ne peut pas avoir lieu. On doit avoir 100 degrés pour qu'il y ait cette dégradation et en présence de HCl. Ici, il nous faut 1 heure. Alors qu'en présence d'amylase, qui est l'enzyme, on aura besoin, donc c'est faisable à 9 minutes et qu'à 37 degrés, c'est-à-dire la température de notre corps. Donc vous voyez la différence entre la réaction enzymatique et la réaction chimique. Le catalyseur protéique ou bien
le biocatalyseur ou bien l'enzyme, c'est l'amylase. Alors, amylase, vous l'avez déjà vous-même remarqué, amylase dégrade amidon. On va revenir sur ça en parlant des appellations des enzymes. C'est qu'elle prend le nom de substrat et on ajoute le suffixe ase, amidon, amylase. Donc, elle opère à 37 degrés au lieu de 100 degrés. Donc, il nécessite donc moins d'énergie pour enclencher le processus réactionnel. Il existe donc un lien étroit entre l'enzyme et bien sûr les impératifs, c'est-à-dire les besoins énergétiques d'une réaction qu'on catalyse. Donc on voit déjà, à partir de ça, on doit déjà comprendre l'efficacité des enzymes par rapport à la catalyse chimique. Donc les enzymes jouent donc un rôle important dans le déroulement des réactions chimiques et bien sûr, d'où la nécessité bien sûr de leur étude. Donc alors on va donc, c'est le but de cette partie du module, c'est l'enzymologie. Alors, ici, bien sûr, j'ai écrit introduction et j'ai écrit historique. On ne va pas s'attarder, il y a beaucoup de réactions que les chercheurs ont fait pour bien comprendre l'enzymologie, puis bien, surtout l'importance des enzymes. Mais je vais vous donner juste quelques réactions qui sont très importantes pour bien comprendre la réaction enzymatique. Alors ici, bien sûr, je ne vous demanderai pas d'apprendre les années, ni le chercheur, juste, donc si vous devez reconnaître le chercheur, je vais vous le mentionner, bien sûr. Alors, les premières notions d'enzymologie datent du 19e siècle. Alors, il y avait des chercheurs qui avaient remarqué la transformation de l'amidon en sucre par un extrait d'orge, c'est-à-dire ils ont pris l'amidon et il va être transformé en sucre, c'est-à-dire en glucose, mais en ajoutant un extrait d'orge. Cet extrait concentré par précipitation alcoolique donne une poudre blanche dont une faible quantité est capable de transformer une masse importante d'amidon. Donc, ils ont remarqué quand ils ont concentré cet extrait d'orge, ils l'ont mis en présence d'amidon et ils ont obtenu un sucre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclué? Ils ont conclu que l'existence de substances capables d'accélérer les réactions chimiques sans être consommées par celles-ci. C'est-à-dire, elle n'a pas été consommée, mais quand même, on a trouvé qu'il y a transformation. Donc, on a dit d'où les catalyseurs biologiques sont plus puissants que les catalyseurs chimiques. Vous avez compris que les catalyseurs chimiques, ils sont consommés, les catalyseurs biologiques ne sont pas consommés, donc ils sont plus puissants. Donc, par la suite, avec d'autres chercheurs, ils ont proposé le terme enzyme. Enzyme, en grec, ça veut dire en, c'est dans, et enzyme, levure. Pourquoi levure? Parce que les premières expériences ont été faites sur la levure. Donc, on va avoir un exemple. Et donc, ils ont dit, il y a quelque chose dans la levure. Dans levure. Quelque chose qui est dans la levure. Alors, il y avait un chercheur, Buchner, qui a pris la levure. La levure, vous connaissez tous ce que c'est le khmira. Il a pris la levure qu'il a broyée dans le sable. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi broyer dans le sable? En fait, si vous prenez la levure tout seul, c'est un TP que vous allez faire pour ceux qui vont continuer en bioanalyse. C'est un TP qu'on va faire l'année prochaine en biochimie métabolique. Alors, si vous prenez la levure toute seule et vous la broyez, vous aurez du mal à bien la broyer. Donc, on ajoute quelques grains de sable et en broyant le sable, on va bien broyer la levure. Bien sûr, on utilise un outil qui s'appelle le mortier. Donc, on appelle ça donc un mortier. Donc, bien sûr, au laboratoire, le mortier des petits, c'est le même nom que ce qu'on appelle chez nous le mhrez, d'accord? Mais bien sûr, c'est pas la même, il est petit, donc on va l'utiliser en TP de biochimie métabolique par la suite. Donc, ils ont pris la levure qu'ils ont broyée dans le sable, avec du sable dans le mortier. Bien sûr, s'ils broient les levures avec énergie, bien sûr, ils vont détruire les cellules. Donc, les cellules, elles sont détruites. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filtré, puis ils ont vérifié au microscope qu'il n'y a pas de cellules intactes. Toutes les cellules ont été détruites. Alors, ils ont alors introduit le glucose. Le filtrat a transformé le glucose en éthanol. D'accord? Donc,
l'activité enzymatique n'est donc pas liée à une cellule vivante. Parce que dans la réaction qu'on avait vue auparavant avec l'extrait d'orge, on s'est dit qu'il y a une réaction, mais qui est liée à une cellule vivante. Là, on a prouvé qu'il y a une réaction enzymatique, mais qui n'est pas liée à la cellule vivante. C'est-à-dire qu'elle est liée à quelque chose dans la cellule. Donc, vers la fin du 19e siècle, on a donc identifié que les enzymes sont protéiques et on a élaboré aussi l'apparition donc de la notion d'existence de cofacteurs qu'on va étudier en détail dans ce cours-là. Donc, à partir du 19e siècle, on a trouvé ou bien on a donc démontré que les enzymes sont de nature protéique et qu'ils ont besoin pour leur fonctionnement de quelque chose qui s'appelle cofacteur. Vers le début du XXe siècle, donc il y a eu des travaux de différents chercheurs. Alors, on va vous demander de retenir le Michaelis. On va revenir sur ça, on va dire la cinétique de Michaelis. On va revenir là-dessus. C'est-à-dire, vers le début du XXe siècle, on a même identifié des enzymes et même on a étudié leur cinétique enzymatique, etc. Vers 1926, il y avait un chercheur qui avait obtenu pour la première fois une enzyme cristallisée, c'est-à-dire il a isolé et il a même cristallisé. Il s'agit de l'uréase, de l'haricot qui transforme l'urée en NH4 plus CO2. Donc, c'est-à-dire vraiment là, on a commencé à les purifier, les enzymes donc des cellules vivantes. Alors, bien sûr, ces résultats-là, ils étaient bien sûr décisifs pour, donc dans l'étude de l'enzymologie, car ils nous ont permis de l'isolement donc, et des enzymes, et bien sûr d'élucider ou bien de définir la composition chimique. On a commencé vers les 1930, on a trouvé la composition de la pepsine, de la trypsine que vous connaissez. Vous l'avez étudié dans le cours de biochimie structurale, la partie protéines. Et bien sûr, grâce au développement des outils biochimiques, alors les outils biochimiques, vous les connaissez maintenant à votre niveau parce que vous êtes passé par la biochimie structurale. Les outils biochimiques, c'est les méthodes de chromatographie, que ce soit CCM, chromatographie échangeuse d'ions, HPLC, électrophorèse, etc. Donc, par le développement de tous ces outils, on a pu établir la séquence primaire et puis secondaire et même tertiaire des enzymes. Les protéines, vous savez ce que c'est une séquence primaire, secondaire ou bien tertiaire d'une enzyme, parce que vous avez étudié ça dans le cours de biochimie structurale, la partie protéique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on commence par la biochimie structurale avant ce module-là de biochimie métabolique et d'enzymologie. Donc, maintenant, on va donc commencer à étudier ces enzymes. Alors, juste pour que vous compreniez bien, donc on avait dit que une réaction chimique, par exemple, a besoin donc d'enzymes pour se réaliser, d'accord? Comme on avait vu, par exemple, quand on avait dit le glucose plus O2, il va donner CO2 plus H2O, donc il a besoin d'une enzyme. Nous, dans cette partie du cours d'enzymologie, on va étudier les enzymes et bien sûr, dans la deuxième partie du métabolisme proprement dit, vous allez avoir les réactions enzymatiques et dans ce cas, vous allez bien comprendre parce que vous aurez déjà vu c'est quoi les enzymes, comment ils réagissent, etc. Donc, définition, l'enzyme, on l'a dit déjà maintenant plusieurs fois, vous-même vous pouvez dire ce que c'est que l'enzymologie, déjà c'est l'étude, ou bien c'est la science qui s'intéresse à l'étude des enzymes. L'enzyme, c'est quoi? C'est une protéine. Alors, toujours, l'enzyme est une protéine. Et bien sûr, toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Bien sûr, vous avez déjà étudié les protéines, vous avez vu que les protéines peuvent avoir différentes fonctions donc dans la cellule vivante. D'accord? Alors, l'enzyme, c'est une protéine qui a ou bien qui présente des propriétés de catalyse spécifiques. L'enzyme, elle est spécifique. Quand vous étudiez la réaction chimique, un catalyseur chimique, par exemple HCl, il peut réagir avec plusieurs
type de réactant. Ici, elle est spécifique et on va voir comment. Donc, elle est spécifique d'une réaction chimique du métabolisme de l'être vivant qui la produit. Vraiment, l'enzyme, elle est spécifique. On va voir qu'elle est spécifique soit du substrat, soit de la réaction, etc. Caractéristiques des enzymes. Toutes les enzymes sont des protéines. Les protéines enzymatiques sont des catalyseurs. Alors, soit vous dites protéines enzymatiques sont des catalyseurs, ou vous pouvez dire ce sont des biocatalyseurs. Les enzymes sont des biocatalyseurs. Alors, leur particularité ou bien leur caractéristique, c'est quoi? C'est qu'elles agissent à des concentrations très petites, très minimes. On va le voir en TP. Vous allez voir, des concentrations très petites et la réaction est déclenchée. Elle augmente la vitesse des réactions chimiques, bien sûr, réaction thermodynamiquement possible. Vous vous rappelez, on avait dit qu'est-ce que c'est qu'une réaction thermodynamiquement possible? C'est-à-dire que, bien sûr, elle augmente la vitesse de la réaction, mais à condition que la réaction soit faisable, sans en modifier l'état d'équilibre. C'est-à-dire, l'état d'équilibre, il va dépendre d'autres facteurs, mais l'enzyme, elle va augmenter la vitesse de réaction. Alors, la particularité aussi de l'enzyme, c'est qu'à la fin de la réaction, la structure de l'enzyme se trouve inchangée. D'accord? C'est-à-dire, vous vous rappelez tout à l'heure quand on a donné cet exemple-là, donc je reviens là-dessus brièvement, même si on va revenir là-dessus plusieurs fois. Ici, donc on aura enzyme plus substrat, d'accord? Le substrat, c'est ce qu'on va étudier. Nous, dans cette partie du cours, on va étudier juste l'enzyme. On va donner quelques exemples avec quelques substrats et avec quelques produits, mais en cours de métabolisme, vous allez utiliser plutôt substrat qui va donner produit et vous n'allez plus vous intéresser à l'enzyme parce que vous l'aurez étudié dans cette partie-là. Alors, enzyme plus substrat, à la fin, on va trouver enzyme plus produit. C'est-à-dire que l'enzyme, elle est restituée à la fin de la réaction. Elle n'est pas consommée comme le catalyseur biochimique. Donc, on a dit, elles sont, donc à la fin de la réaction, la structure de l'enzyme se trouve inchangée. Ce sont des catalyseurs biologiques, nature protéique, donc plus efficaces. Elles sont efficaces car elles permettent la réalisation d'interactions spécifiques, d'où la spécificité enzymatique et une régulation possible de l'activité. Je vais m'expliquer ça. Tout ça, on l'a expliqué, qu'elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle ne va intervenir qu'avec un type de substrat ou avec un type de réaction. On va revenir au détail. Et aussi, c'est une régulation possible de l'activité. Ça veut dire une régulation, puisque c'est une protéine. Donc, on va aussi en parler au fur et à mesure du cours. La régulation, c'est-à-dire que si l'enzyme qui est une protéine, si à un certain moment, il n'y a pas de réaction biochimique qui va se faire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de cette enzyme, là, il va y avoir arrêt de la synthèse de cette protéine. D'accord? Ce n'est que la synthèse protéique que vous connaissez bien et que, bien sûr, elle est synthétisée quand on en a besoin. C'est ce qu'on appelle la régulation. D'accord? C'est-à-dire, on peut l'expliquer, si vous voulez, d'une façon pour bien comprendre. On peut dire qu'il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de... L'enzyme, elle est formée, ou bien elle est synthétisée juste quand on en a besoin. Alors, une enzyme donnée, elle est spécifique d'une réaction. Donc, on va faire qu'il y a différents types de spécificité. Une enzyme donnée est spécifique d'une réaction, c'est-à-dire qu'elle catalyse toujours le même type de transformation. C'est-à-dire, on peut dire qu'elle va toujours catalyser les oxydations, ou bien réduction, ou bien transamination. On va dire qu'on a des oxydases, des réductases, des transaminases, etc. C'est-à-dire que ce sont des enzymes qui sont spécifiques à un type particulier d'oxydation. D'accord? Alors, donc, le deuxième cas, les protéines enzymatiques ou bien enzymes, elles sont synthétisées par des êtres vivants. Cette synthèse est déterminée génétiquement,
c'est ce que je viens d'expliquer. Sa conservation dans le génome, elle est favorisée par le besoin qu'éprouve cet être vivant de faire cette réaction. C'est-à-dire, elle est déterminée génétiquement. Si on en a besoin, c'est-à-dire si on a une réaction enzymatique qui a besoin de telle enzyme, elle va être synthétisée depuis le génome. C'est la synthèse protéique que vous connaissez. D'accord? Si elle n'est pas, si la réaction enzymatique, la réaction ne doit pas, elle doit avoir lieu, là, elle doit être synthétisée. En fait, elle est déterminée et synthétisée génétiquement en fonction du besoin. Alors, en fait, on a découvert que les enzymes sont ce qu'on appelle des hétéroprotéines. C'est-à-dire, elles sont formées de deux unités, si on peut dire, de deux parties. Une partie, ce qu'on appelle un apoprotéine, et une autre partie qu'on appelle cofacteur, ou bien coenzyme. Apoprotéine, on parle, par exemple, d'une apodéshydrogénase. Apo, c'est la partie protéique de l'enzyme. On vient de dire que toujours une enzyme est protéique. D'accord? Cette partie-là de l'enzyme qui est protéique, ça s'appelle l'apoprotéine. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle cofacteur ou coenzyme. C'est quoi? C'est une petite molécule organique ou organométallique associée à l'apoenzyme et dont la présence est nécessaire pour l'activité catalytique de l'enzyme. C'est-à-dire que vous avez la partie apoprotéine, c'est la partie protéique, on dit qu'elle est protéine, c'est de nature protéique, mais l'enzyme ne peut réagir que si elle est associée à quelque chose qu'on appelle le cofacteur, ou bien coenzyme. On va étudier en détail ces cofacteurs ou coenzymes. C'est quoi? Ce sont juste des petites molécules qui sont organométalliques ou donc qui vont être associées à la coenzyme et dont on a dit que la présence est nécessaire à l'activité catalytique de l'enzyme. En fait, le rôle de la partie, si on veut dire, c'est quoi? Donc, on a dit que l'enzyme est une hétéroprotéine qui est formée d'une apoprotéine et d'un cofacteur. Le rôle de cette de chacune de ces deux parties-là, c'est que pour la partie protéique, c'est l'apoprotéine ou bien la partie protéique, c'est elle qui est responsable de la spécificité de l'enzyme et du type de réaction catalysée. D'accord? C'est cette partie protéique qui est l'apoprotéine qui va nous donner la spécificité dont on a parlé et dont on va le voir au fur et à mesure du cours. Spécificité de l'enzyme et du type de réaction qui va être catalysée. Est-ce que c'est une oxydation? Est-ce que c'est une réduction? Est-ce que c'est une transamination? C'est cette partie-là qui a le rôle de définir quel type de réaction va être catalysée par cette enzyme. Le cofacteur, lui, il participe à la réaction. D'accord? Sa présence est obligatoire, mais il ne fait que participer à la réaction. C'est-à-dire que l'enzyme tout seul, ou bien l'apoprotéine tout seul, il ne peut réagir, même si c'est lui qui définit la spécificité de l'enzyme et le type de réaction catalysée, il ne peut fonctionner qu'en présence d'un cofacteur ou d'un coenzyme. Donc, le cofacteur, il participe à la réaction. En fait, le site catalytique, si vous voulez, de l'enzyme, il est formé d'un centre actif, c'est la partie donc, de l'apoprotéine, et du cofacteur. Le cofacteur seul ne peut pas assurer la réaction enzymatique, c'est l'association centre actif et cofacteur qui est nécessaire à la réaction. D'accord? Donc, toujours, il faut revoir les différents types de cofacteurs qui sont nécessaires pour les enzymes. La structure des enzymes, elle est souple par interaction covalente. C'est-à-dire la structure des enzymes, autrement dit, je peux dire la structure des protéines. Vous savez, des protéines enzymatiques. Vous savez que les enzymes sont des protéines. Donc, la structure, elle est souple. En fait, cette souplesse, elle est due par des interactions covalentes. Les enzymes possèdent un caractère particulier qui les distingue des catalyseurs chimiques, c'est aussi la spécificité vis-à-vis de leur substrat. Tout à l'heure, on a dit qu'ils peuvent être spécifiques vis-à-vis de la réaction.
On a dit, on a des enzymes qui sont spécifiques à un type donné de réaction, c'est-à-dire oxydation, réduction, etc. Là, il y a des enzymes qui sont encore plus spécifiques. Ils sont spécifiques vis-à-vis du substrat. Ils vont reconnaître un substrat. Comme tout à l'heure, on avait dit amidon, il est catalysé par l'amylase, parce que l'amylase, elle va reconnaître l'amidon. D'accord? Aussi, on est en train de donner des caractéristiques. Aussi, le catalyseur chimique peut transformer avec facilité une série de réactions de même type général. Donc, c'est ça la différence entre catalyseur biochimique et enzyme et catalyseur chimique. Chimique, il va transformer un grand type de réaction. Enzymatique, non. Et là, elle est spécifique. Le catalyseur biologique, il est très sélectif dans le choix des réactions à accélérer. Et donc, on peut distinguer différents aspects de cette spécificité. Donc, cette spécificité, elle est de différents aspects. Aspect, donc, la spécificité de la réaction, qu'on a vu tout à l'heure. Pour un substrat donné, une enzyme ne catalyse qu'un seul type de réaction parmi celles qui sont possibles. Par exemple, des hydrogénases, c'est-à-dire déshydrogénation du substrat, hydrolase, hydrolyse du substrat, donc spécificité vis-à-vis au type de la réaction. Vous avez aussi spécificité du substrat, qu'on vient de dire maintenant. Chaque enzyme possède un substrat privilégié porteur d'un groupe d'atomes donnés sur lequel a lieu la réaction. Donc, là, elle est donc au substrat. On a spécificité absolue pour un seul substrat. Par exemple, la lactate des hydrogénases, elle transforme le L-lactate et non le D-lactate, c'est-à-dire même l'isomérie. D'accord? La lactate des hydrogénases, elle va réagir avec le L-lactate et non pas le D-lactate. Ni le bêta-hydroxypyruvate, même si ils se ressemblent. Le bêta-hydroxypyruvate, il ressemble au L-lactate, mais elle ne va pas le transformer parce qu'elle est vraiment spécifique au L-lactate. L'uréase, par exemple, elle ne réagit que sur l'urée. L'arginase ne réagit que sur l'arginine. D'accord? Donc, vraiment, là, c'est une spécificité, elle est absolue. Ici, spécificité de la réaction, c'est spécificité d'un type de substrat, et la spécificité vraiment absolue, c'est-à-dire d'un seul substrat avec l'isomérie. Donc, on a, d'autre cas, la spécificité est moins absolue quand l'enzyme transforme un groupe de molécules de structure voisine. Donc, on a une spécificité qui, là, elle est absolue. Elle peut être moins absolue quand elle transforme un groupe de molécules de structure donc voisine. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, exemple, quand on a nature de liaison commune, par exemple des osidases, elle va couper à chaque fois qu'il y a une liaison osidique, des lipases, à chaque fois qu'il y a des lipides, estérase, s'il y a une relation d'estérification, peptidase, etc. D'accord? Donc là, c'est une spécificité qui est un peu large. Moins large, on va donner quelques exemples. Moins large, j'ai pris donc la carboxyestérase, elle intervient sur les liaisons ester où sont engagés les acides organiques, ou bien les phosphoestérases, liaisons ester où sont engagés les groupements phosphoriques. Alors, on a la stéréospécificité, c'est une propriété essentielle de catalyseur biologique, puisque la quasi-totalité des molécules biochimiques possèdent au moins un carbone chiral asymétrique. Donc, il existe sous deux formes, donc soit la D ou bien L. Par exemple, la L, la lactate déshydrogénase qu'on a dit, elle réagit avec le L-lactate et non le D-lactate. D'accord? Alors, il y a aussi il en est de même pour la conformation alpha ou bêta qu'on a vu dans le cours d'enzymologie avec les enzymes. On avait dit que les enzymes, elles interviennent avec, par exemple, alpha-glucosidase, bêta-galactosidase, etc. C'est-à-dire, elles interviennent avec un seul, en reconnaissant le substrat qui est, par exemple, pour les glucosidases, qui est, par exemple, le glucose, mais elle va intervenir
sur l'alpha-glucosidase quand le glucose est sous la forme bêta-alpha, ou bien bêta-glucosidase quand le glucose est la forme bêta. Donc là, il est vraiment spécifique. Ou alors des isomères 6 ou trans, c'est le cas par exemple de la fumarase. La fumarase, elle transforme le fumarate en malate, elle intervient sur la forme trans, la forme 6 ne réagit pas. C'est-à-dire que si le fumarate est sous forme trans, si la forme 6, pardon, s'il est sous la forme 6, la fumarase ne va pas réagir. Donc, vous avez donc compris que les enzymes, elles sont spécifiques. Des fois, on récapitule spécifique du type de réaction, spécifique au substrat, spécifique à l'anomérie, spécifique aux isomères 6 ou trans, ou bien L ou T. Donc là, ce sont des spécificités absolues. D'accord? Alors, la nomenclature des enzymes. La nomenclature des enzymes, il existe un grand nombre d'enzymes, donc on le désigne, déjà on en a parlé un petit peu, c'est que les enzymes, il existe un grand nombre d'enzymes qui sont désignés par des noms communs qui ne donnent aucune information sur les réactions catalysées ou le substrat. Par exemple, vous avez déjà vu en biochimie structurale dans le cours relatif aux protéines, on vous a parlé de la pepsine, de la trypsine, de la chymotrypsine, etc. C'est-à-dire on peut leur donner un nom commun, ce qu'on appelle un nom commun, c'est-à-dire ils nous renseignent ni sur le substrat, ni sur la réaction. D'accord? Ou alors, l'appellation qui est la plus courante, c'est le suffixe ase, il est assigné soit au substrat, d'accord? Pour les hydrolases, par exemple, amylase, hydrolyse de l'amidon, uréase, hydrolyse d'urée, etc. Ou alors on peut trouver ase qui est, on l'ajoute pour un type de réaction. Oxydation, oxydase, réduction, réductase, etc. Donc soit ase, on l'ajoute à côté du nom donc de l'amidon, donc j'ai dit amidon, amylase, ou bien uréase, ou alors de la réaction. Et mais on n'a pas que cette notation, on a dit, on a des notations où l'enzyme, donc elle a pris un nom commun que les chercheurs ont donné, par exemple la pepsine ou la trypsine. Alors pour la classification, en fait, la classification, il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'on appelle la commission d'enzymes, c'est-à-dire des gens qui sont des chercheurs, qui se sont mis d'accord sur une classification des enzymes. Elle a établi avec le plus rigoureusement possible 6 classes d'enzymes qui sont divisées en sous-classes. Cette année, on va vous parler juste des classes. On va un petit peu expliquer pour les sous-classes, mais vous devez juste retenir les classes. D'accord? Alors, chaque enzyme, donc on a 6 classes divisées en sous-classes. On a dit, chaque enzyme reçoit alors un nom systématique et un numéro de code à 4 chiffres précédé par la mention EC. Qu'est-ce que ça veut dire EC? Ça veut dire émission-commission, c'est-à-dire commission d'enzyme. C'est-à-dire que cette enzyme, elle a été étudiée. Ce n'est pas une enzyme au hasard. D'ailleurs, si vous êtes en TP, ayez la curiosité de prendre le flacon de l'enzyme que vous allez étudier. Cette année, on va étudier la peroxydase. Alors, et vous prenez, donc pour nous, cette année, vous ne l'aurez pas purifié, on va le travailler à partir du navet. Mais on peut vous montrer avec d'autres enzymes qui sont purifiées. Donc, prenez le flacon d'une enzyme. Vous pouvez toujours trouver un chiffre qu'on va expliquer tout de suite là, suivi une lettre suivie de 4 chiffres. Et donc, ces 4 chiffres, ils vont dire quelque chose. Alors, je me répète, donc un chiffre précédé de la mention EC, émission-commission, et un nom de code qui renseigne le type de réaction et le substrat engagé. D'accord? On va, à partir de ça, avec un tableau qui est donné, on va savoir quelle enzyme. Alors déjà, c'est quoi les 6 classes qui existent? On a les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, les liases, les isomérases
et les ligases ou synthétases. C'est-à-dire toutes les enzymes que l'on trouve, ils doivent soit être des oxydoréductases, soit des transférases, hydrolases, etc. Ils sont dans ces 6 classes. On vient de dire ici que chaque classe est subdivisée en sous-classes. Ces sous-classes en fonction donc de quel type de substrat, de quelle réaction, etc. On va voir un exemple pour que vous compreniez. Alors, on a dit qu'il y a 4 chiffres. Par exemple, le premier chiffre, il vous donne la classe fonctionnelle au sens large. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que ça vous donne ça? 1, si vous trouvez 1, ça veut dire oxydoréductase. 2, c'est transférase, etc. C'est-à-dire, en sens large, c'est à quelle classe appartient cette enzyme. Le deuxième chiffre, donc en fait, voilà, on vous suivez avec cette enzyme-là. Par exemple, ATP plus le D-glucose va donner ADP plus glucose 6-phosphate. C'est-à-dire, l'enzyme, c'est l'ATP glucose 6-phosphotransférase. ATP glucose 6-phosphodiestérase. Alors, ici, si vous prenez le flacon qui contient cette enzyme, vous allez trouver EC, ça veut dire qu'elle a été étudiée par la commission d'enzymes, et vous allez trouver ces 4 chiffres. D'accord? Alors, ces 4 chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces 4 chiffres? Ils veulent dire déjà, le 2, c'est que 2, c'est une transférase, d'accord? Parce que vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transféré le phosphate qui était sur l'ATP, elle l'a mis sur le glucose. On a ADP plus glucose 6-phosphate. Il est devenu, le glucose 6-phosphate est devenu, il est devenu phosphorylé. Donc, c'est une transférase. Alors, le 7, donc ça, c'est le premier chiffre, le 2. Le 7, on a dit, il nous donne une idée sur le groupement chimique transformé. Le groupement chimique transformé, donc ici, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a normalement un catalogue, il y a une fiche où vous trouvez les chiffres avec 1, 2, 4, avec cette classification-là, et vous trouvez les sous-classes. Donc là, moi, je n'ai pas donné ça, mais je l'explique juste pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais vous apprenez pour cette année juste les classes et sachez qu'il y a des sous-classes. Donc ces classes-là, il faut les connaître. Et bien sûr, les sous-classes, juste les comprendre parce que c'est un peu compliqué. En fait, le chiffre 7, c'est le groupement chimique transformé. D'accord? Alors ici, le groupement, ce qui a été transformé, c'est phosphotransférase, c'est-à-dire c'est une transférase, je répète là, le chiffre 2, c'est une transférase, et le 7, c'est une phosphotransférase, c'est-à-dire que c'est le phosphate qui a été transféré. D'accord? Le chiffre 1 ici, le troisième chiffre, type de molécule sur laquelle a lieu la réaction. D'accord? Alors ici, ça désigne, si vous avez ce catalogue, ça désigne une phosphotransférase dont l'accepteur, c'est-à-dire celui qui possède un groupement OH, est le glucose, parce que ça, c'est l'accepteur. L'accepteur, le glucose, c'est-à-dire que l'enzyme, elle a pris le phosphate de l'ATP et il l'a mis sur le glucose. En fait, l'accepteur, on veut dire que cette molécule-là, elle devient accepteur parce qu'elle a accepté de prendre le phosphate, d'accord? Et le phosphate, bien sûr, pour pouvoir accepter le phosphate, il doit avoir un OH, d'accord? Il l'a au niveau du C6, donc c'est l'accepteur, c'est le glucose. Enfin, le dernier chiffre, c'est le substrat particulier sur lequel porte la réaction, d'accord? Donc, bien sûr, c'est le D-glucose sur lequel a eu la réaction, d'accord? Donc, vous prenez donc les enzymes maintenant, elles sont très connues, elles sont purifiées et à chaque fois qu'elles ont été purifiées et connues avec leur mécanisme d'action, avec leur composition, leur structure primaire, leur structure secondaire, tertiaire et même quaternaire, donc on connaît toutes les propriétés et donc quand on les purifie, on les classifie, on fait la classification en utilisant cette appellation, bien cette classification, c'est-à-dire EC suivi
de ces 4 chiffres qui veulent dire classe, sous-classe, type de la molécule donc, qui était là, donc c'est-à-dire accepteur, et bien sûr le type de molécule qui a été transformée. Donc, donc là, on va passer aux structures des enzymes. Structure des enzymes, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va juste faire un rappel parce que c'est là, il faut aller et revenir à ce que vous avez vu dans le cours de biochimie structurale, partie protéique, où vous avez étudié bien, comme il faut, la structure des enzymes. Les enzymes font partie, bien sûr, des classes des macromolécules, des molécules biologiquement actives. Alors, ils sont les plus abondantes après l'eau, donc c'est dans les cellules. Après l'eau, c'est les enzymes parce qu'on a une multitude d'enzymes qui ont différentes actions, qui leur confèrent des propriétés physico-chimiques de ces macromolécules, solubilité, propriétés osmotiques, diffusion, échange ionique, dénaturation. Donc, tout ça, on va l'étudier. Donc, ça, déjà, vous l'avez étudié quand vous avez étudié la structure des enzymes en cours des protéines. Et nous, on va étudier quelques particularités, bien sûr, en enzymologie. Les enzymes correspondent généralement à des, pas généralement, toujours, bien sûr, à des macromolécules avec l'enchaînement de plusieurs résidus d'acides aminés, rangés en structures primaires, secondaires, tertiaires et même quaternaires. Ils peuvent être, il peut y avoir une association de plusieurs sous-unités, c'est-à-dire on peut avoir des enzymes qui sont formées de plusieurs sous-unités, d'accord? On parle de 2 à 60 monomères ou polymères. Si les unités sont homogènes, on parle, ou bien identiques, on parle de homopolymères. S'ils sont différents, on parle d'hétéropolymères. Tout ça, c'est un rappel. Je vous invite, en arrivant là, à aller quand même réviser votre partie structure des protéines, parce que c'est une particularité des enzymes, c'est une particularité des protéines. Donc, ce que vous avez vu, il est valable ici. Alors, la masse molaire moléculaire est très variable. Elle peut aller de 12 000, par exemple, la ribonucléase, à plusieurs centaines de mille, la bêta-galactosidase. Parfois, les enzymes peuvent exister sous plusieurs formes. Alors ça, les enzymes, des fois, une enzyme peut exister sous plusieurs formes. On appelle ça forme multiple, ayant la même activité, mais des caractéristiques cinétiques différentes. D'accord? Dans certaines fois, dans quelques fois, on peut trouver que l'enzyme, elle peut se trouver sous plusieurs formes qui sont multiples, mais qu'est-ce qu'ils ont de particularité? Ils ont la même activité, c'est-à-dire le même type de réaction, mais les caractéristiques cinétiques qui sont différentes. En fait, ceci est donc dû à des structures primaires qui ont une certaine différence. Ils sont facilement, donc on les sépare par électrophorèse parce qu'ils sont différents dans la structure primaire. Exemple, la lactate déshydrogénase, qu'on a donné tout à l'heure comme exemple, la lactate déshydrogénase qui catalyse la transformation donc, du pyruvate en lactate, Elle existe sous 5 formes différentes appelées isoenzymes ou isenzymes. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre isoenzyme à coenzyme. Tout à l'heure, on a parlé de coenzyme pour les cofacteurs et on va les voir en détail. On va maintenant entrer dans la partie cofacteurs. Et donc, cofacteurs, c'est coenzyme. Et là, ce sont les isoenzymes, c'est-à-dire ce sont des enzymes qui existent sous plusieurs formes moléculaires, formes multiples, qui ont la même activité, mais qui ont des caractéristiques cinétiques différentes. Par exemple, la LDH, la lactate déshydrogénase, elle est formée de 4 protomères, c'est-à-dire 4 unités, ou bien 4 tétramères qui ne diffèrent que par le mode d'association des 2 types de monomères qui constituent cette enzyme. Alors, cette LDH, on va la trouver soit dans le muscle, soit dans le cœur. Alors, si dans le muscle, on va parler de M, donc des monomères M, dans le cœur, heart, on va parler de monomère H. Et cela a permis, en fonction de formation, est-ce qu'elle a ce type de structure ou bien celui-là,
On a 5 types de coenzymes. Si elle est formée que de monomère H, c'est H4, M4 ou bien H3M, etc. Donc, 5 types. L'essentiel, ce sont des isoenzymes qui ont des formes multiples et ont la même activité, mais les caractéristiques cinétiques sont différentes car elles sont différentes de la structure primaire. On ne va pas aller voir en détail, on va juste on les cite, vous devez les connaître et il ne faut pas les confondre avec les coenzymes. Alors aussi, les enzymes, donc on est en train de voir les différents types d'enzymes qui peuvent exister. Les enzymes peuvent également être s'agréger pour former ce qu'on appelle des complexes multi-enzymatiques. Ce sont ce sont des édifices polyfonctionnels qui permettent la coordination de plusieurs activités enzymatiques. C'est-à-dire que A va donner la réaction A, donc de A, on va avoir B, C, D et E. Et ici, vous avez une enzyme E1 qui va passer de A à B, une enzyme E2 qui va passer de B à C, donc E3, E4, c'est-à-dire on a des enzymes qui peuvent s'agréger pour donner la coordination entre plusieurs activités enzymatiques. Ceci, bien sûr, dépendra des réactions métaboliques. Tout ça, vous allez voir les détails en cours de métabolisme. Exemple, ce qu'on appelle la pyruvate déshydrogénase, elle a un poids moléculaire de 4 millions. Elle est formée de 3 enzymes et de 5 coenzymes. En fait, toujours, elle s'agrège, ces 3 enzymes, pour faire une coordination entre des activités enzymatiques qui sont la pyruvate décarboxylase, transacétylase, déhydrolipoate déshydrogénase. Toujours, ces 3 enzymes sont associées pour faire une multitude de réactions l'une après l'autre. Donc, maintenant, on va attaquer les cofacteurs, c'est-à-dire, là, on va parler maintenant, vous vous rappelez, dès le début, on avait dit que l'enzyme, elle est hétéro, c'est une hétéroprotéine, c'est-à-dire qui contient l'apoprotéine et qui contient donc la partie cofacteur. On a dit que l'apoprotéine, c'est la partie qui est responsable de la spécificité de la réaction, du type de réaction qui peut se faire, etc. Et on avait dit que cette apoprotéine, elle ne peut réagir que si elle est en présence de quelque chose qu'on appelle cofacteur. On a dit qu'on a besoin de cofacteurs et donc partie apoprotéine. Donc maintenant, on va étudier c'est quoi ces cofacteurs. Alors, cofacteur ou coenzyme, à ne pas confondre avec isoenzyme qu'on vient de voir. Cofacteur ou coenzyme, l'activité catalytique de plusieurs enzymes nécessite, ou bien on peut même être plus précis ici, dire que de tous les enzymes, nécessite la présence d'une molécule non protéique. Attention, elle n'est pas protéique. Elle est appelée cofacteur ou coenzyme. C'est une petite molécule organique ou organométallique associée à l'apoenzyme et dont la présence est nécessaire pour l'activité catalytique de l'enzyme. Cette définition, vous devez la connaître parce que c'est la base de ce qu'on va voir maintenant. En fait, il existe 2 types de cofacteurs. Ce qu'on appelle les proenzymes ou bien ce qu'on appelle les groupements prosthétiques. Alors, que ce soit proenzyme ou bien groupement prosthétique, ceci dépend du degré d'association ou bien de dissociation du cofacteur de la partie protéique de l'enzyme. On a dit, je répète, que le facteur, il doit être lié à la partie apoprotéique pour faire la réaction. Et là, on dit qu'il y a 2 types, proenzyme et groupement prosthétique, en fonction de ce degré d'association ou bien même de dissociation du cofacteur avec la partie protéique du coenzyme. C'est-à-dire, de l'enzyme. Si la dissociation est facile, c'est-à-dire que le cofacteur il est lié à l'enzyme, mais si on veut le dissocier, c'est une réaction, c'est une liaison qui est faible, qui est facilement dissociable, c'est-à-dire si la dissociation est facile, c'est-à-dire les liaisons sont faibles entre les 2 parties protéiques et non protéiques. La partie non protéique, c'est le cofacteur.
on parle de proenzyme. D'accord? Si la dissociation elle est facile à faire, c'est-à-dire la liaison elle est faible, donc on parle de proenzyme. S'il n'y a aucune possibilité de dissociation entre les deux parties, on parle de groupement prosthétique. C'est-à-dire là, c'est une liaison faible et là, c'est une liaison forte entre la partie protéique, apoprotéine de l'enzyme et le cofacteur. Alors ainsi, on distingue deux types de cofacteurs. Cofacteurs impliqués dans les réactions d'oxydoréduction et les cofacteurs impliqués dans les réactions de transfert. Donc, on a deux types en fonction de leur liaison, donc que ce soit impliqué dans la réaction d'oxydoréduction ou bien impliqué dans les réactions de transfert. On va commencer, bien sûr, par les cofacteurs impliqués dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, on va commencer par le coenzyme pyridine. Le coenzyme pyridine, NAD. Donc, le coenzyme pyridine, on en avait un petit peu parlé dans le cours de biochimie structurale quand on avait parlé donc on avait parlé donc des acides nucléiques et on avait parlé des dérivés des acides nucléiques et on avait dit qu'il y a NAD, FAD, NADP, etc. Et on avait dit voir cours de biochimie métabolique et voilà. Donc NAD, c'est la nicotinamide adénine dinucléotide. C'est un dérivé d'une vitamine amide nicotinique. Qu'est-ce que vous retrouvez déjà dans le mot adénine dinucléotide? Quelque chose que vous connaissez maintenant en biochimie structurale. D'accord? Donc, et NADP, c'est la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate. Vous avez la structure devant vous. Donc, il y a la NAD. La NAD, voilà, c'est la nicotinamide dinucléotide phosphate. Et on a dit dans la définition, nicotinamide adénine dinucléotide dérivée d'une vitamine qui est l'amide nicotinique. Et voilà, donc ici, je vous ai donné la vitamine nicotinique ou bien la vitamine PP. Et vous reconnaissez ici le sucre, un pentose. Vous reconnaissez l'adénine, d'accord? Vous reconnaissez deux phosphates, d'accord? Ici aussi le sucre. Et ici, vous avez la vitamine nicotinique. Alors, ça, c'est la forme oxydée NAD+. Si le deuxième type donc on a dit de cofacteur pyridique, on a dit NAD ou NADP. Alors NADP, c'est quoi? C'est à ce niveau-là, vous n'avez pas un OH, vous avez un OPO3H. C'est NADP+, c'est la forme oxydée. Alors, il faut bien suivre et comprendre ça parce qu'on va utiliser, que ce soit dans les réactions ou bien on va même avoir un exercice sur ça. NAD+, elle réagit sous sa forme oxydée ou bien elle devient réduite, etc. On va parler des détails au fur et à mesure. En fait, voilà les propriétés de cette NAD. Il est thermostable. Qu'est-ce que ça veut dire thermostable? C'est-à-dire elle est stable à la température. Elle n'est pas auto-oxydable. Ici, donc je vais revenir là pour que vous compreniez. Ici, on a montré la forme oxydée. D'accord? Et avant de parler de tout ça, peut-être je vais vous montrer ça. Vous l'avez sur donc un exemple de réaction avant de parler des propriétés. On va revenir aux propriétés. Par exemple, vous avez un composé, un substrat quelconque qu'on a appelé AH2. Donc, ce AH2, il va réagir avec NAD+, c'est-à-dire NAD sous sa forme oxydée. Donc, ce H2, il va passer de A à NAD. Donc, on aura un A plus NADH plus H+. Là, c'est une molécule qu'on appelle la déshydrogénase 1. Alors, ici, donc la NAD+, elle a réagi avec cette enzyme-là, avec la déshydrogénase. Ça, c'est le cofacteur. Et il a réagi sous sa forme oxydée. Sauf que ce
la NAD, donc pour que je revienne là, on vous dit qu'il n'est pas auto-oxydable. C'est-à-dire que ce NAD+, il intervient toujours avec les enzymes, mais toujours sous sa forme oxydée, pas sous sa forme réduite. Pour cela, cette réaction va être couplée à une autre réaction, c'est-à-dire un autre substrat B, qui va prendre ce NAD réduit, d'accord? Il va le prendre et il va le restituer sous sa forme oxydée. Et celui-là, il peut encore faire cette réaction et ainsi de suite. En fait, ce sont des réactions qui se font toujours en parallèle. C'est pour ça qu'on vous dit il n'est pas auto-oxydable, c'est-à-dire il ne va pas revenir à son état oxydable tout seul, il va le revenir par une autre réaction enzymatique. Il est incolore, NAD, donc on parle de NAD et de NADP. NAD, il est incolore et n'absorbe pas, donc il absorbe dans l'UV, donc il absorbe dans l'UV grâce à la présence de bases de NAD et de NADH. Qu'est-ce qu'il absorbe? Grâce à ces bases-là, de l'adénine par exemple, grâce à ça, il absorbe dans l'UV. Généralement, le NAD est utilisé dans les réactions de catabolisme. À chaque fois qu'il intervient, il se trouve sous sa forme NADH plus H+. Il doit donc être constamment réoxydé par plusieurs moyens et on vous a donné cet exemple-là. Par exemple, par l'intermédiaire d'une autre déshydrogénase. Alors, ceci se fait en général fréquemment pour les déshydrogénases du cystole. D'accord? Voilà, donc ce que j'ai expliqué là, c'est que le NADH, le NAD+, elle réagit toujours sous sa forme oxydée. Il n'est pas auto-oxydable, donc il va être couplé à une autre réaction qui va l'auto-oxyder pour pouvoir revenir à ça. D'accord? Donc, toujours dans cette propriété d'absorption, il y a quelque chose qu'on n'a donné que par un schéma, mais qui est très important. On va le voir en exercice et que vous devez bien comprendre l'utilité. Alors, le NAD, si vous avez pris la DO, donc vous avez tracé la DO en fonction de la longueur d'onde. On cherche le maximum, lambda max, de NAD+, et de NAD H plus H+, c'est-à-dire la forme oxydée et la forme réduite. Tous, vous connaissez maintenant comment on fait pour trouver lambda max, c'est-à-dire ce qu'on appelle établir le spectre d'absorption d'une molécule. Ici, le spectre d'absorption de NAD+, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour la forme oxydée, alors en rappelant, c'est la forme oxydée qui réagit avec le substrat. D'accord? Alors, pour la forme oxydée, on a trouvé un seul maximum, ce que j'ai mis ici en noir. On a un seul maximum avec un lambda max est égal à 259 nanomètres, avec une certaine valeur de coefficient d'extinction. Mais on a remarqué que la NADH plus H+, elle a deux lambda max. Elle a le même que pour lambda, donc NADH plus oxydé, mais il y a un autre vers lambda max à 339 nanomètres, d'accord? Donc, ça nous permet de cette observation, elle nous permet de savoir est-ce que si on trouve deux lambda max, c'est-à-dire et un qui est vers 339 ou bien 340, on se dit qu'on est en présence de NADH plus H+. Si on a un seul maximum d'absorption, on sait qu'on est en présence de la forme oxydée, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le début ici de la réaction ou bien ici dans la fin de la réaction. Alors en fait, cette propriété-là, elle est utilisée pour suivre une réaction. On peut prendre un substrat d'une réaction, donc bien sûr d'une réaction enzymatique qui utilise NAD+ comme cofacteur. Donc, au lieu de suivre l'enzyme, on va suivre NAD+, la DO en fonction de sa longueur d'onde. Si on voit qu'il y a donc un autre lambda ici, un autre lambda max, donc on saura que la réaction a été réalisée. Donc, vous pouvez faire ou bien écrire, voir TP
pardon, TD, on va le faire en TD. On va avoir un exercice sur ça en TD. Alors, on est toujours, je reviens à ma classification pour que vous ne vous trompiez pas. Donc, on a dit qu'il y a donc, les cofacteurs impliqués dans les réactions d'oxydoréduction, les cofacteurs impliqués dans les réactions de transfert. Maintenant, on est dans les cofacteurs impliqués dans les réactions d'oxydoréduction. On est en train de parler, on a parlé des coenzymes pyridiques. Alors, maintenant, on est arrivé à un autre type d'enzymes qui sont flaviniques, toujours d'oxydoréduction, mais ce qu'on appelle coenzymes flaviniques. Alors, coenzyme flavinique, on a FMN, on a FAD. FMN, c'est flavine mononucléotide. D'accord? Flavine mononucléotide. FAD, c'est flavine adénine dinucléotide. Ces deux facteurs sont fortement associés aux enzymes déshydrogénases. Donc, on a dit, donc, soit ils sont fortement associés, soit non. Donc, sont fortement associés. Ce sont des flavoprotéines. Ce sont donc des groupements prostétiques. D'accord? Alors, voilà, on a leur structure, elle est là. Donc, la FMN ou bien la FAD. Alors, ici, la FMN, ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire la partie qui a réagi de la molécule. D'accord? C'est cette partie-là. Donc, on va revenir à l'explication. Alors, il existe une flavoprotéine. Alors, rappelons que quand on parle de cofacteurs, ils sont liés à des enzymes. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il existe une flavoprotéine, c'est-à-dire une enzyme liée à ce cofacteur, très importante. Elle est trouvée dans les mitochondries. Et donc, c'est la NADPH déshydrogénase. C'est une flavoprotéine dont le cofacteur est le FMN. Donc, c'est la NADPH déshydrogénase. C'est une enzyme qui a le cofacteur, c'est le FMN. Alors, en fait, ce FMN, il permet la réoxydation du NADH. Rappelons qu'on avait dit que la NADH, elle n'est pas auto-oxydable. On avait dit que la NADH, elle agit sous sa forme oxydée, c'est-à-dire NAD+. Donc, elle a besoin de quelque chose pour être réoxydée. En fait, voilà, elle peut être aussi réoxydée par la flavoprotéine dont la cofacteur est la FMN. Donc, un autre type d'enzymes qui font intervenir ces coenzymes flaviniques, la succinate déshydrogénase, vous allez le voir dans l'enzyme, c'est une enzyme du cycle de Krebs que vous allez voir en métabolisme. Il y a l'acyle S-CoA, coenzyme déshydrogénase, c'est une enzyme intervenant dans la dégradation des acides gras. Là aussi, vous allez la voir par la suite dans le cours de métabolisme. Tout ça, ils font intervenir des cofacteurs comme cofacteur le coenzyme flavinique. Et donc là, bien sûr, c'est cette partie-là, puisqu'on a dit qu'il va réoxyder, donc il va céder. Donc ici, ça va être soit N avec double liaison ou bien avec NH. Donc voilà, je l'ai mis ici. Donc voilà, ici c'est sa forme oxydée. Et voilà là quand elle a pris des H. Donc H à ce niveau-là et H à ce niveau-là. FMN, c'est la même chose que FAD, sauf que ici, vous avez un ribose adénine de plus. Toujours dans les coenzymes d'oxydoréduction, on a ce qu'on appelle les coenzymes quinoniques, ou coenzyme Q, ou ubiquinone. On va, là aussi, on en a un petit peu parlé dans la biochimie structurale. On avait parlé dans la biochimie structurale dans la partie lipides, parce qu'on on les classifie par leur structure dans cette partie-là. Et vous allez les voir quand vous allez étudier la respiration dans le cours de métabolisme. Alors, c'est un cofacteur très liposoluble, trouvé dans la membrane interne des mitochondries. Voilà, ici, là, c'est donc la structure. Donc, pourquoi on l'avait classifié dans la classe des lipides? Parce qu'il a une chaîne isoprénique et on a ce qu'on appelle l'hydroquinone, voilà. Et vous avez avec une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne phytile. Je reviens à ma
à mon cours ici. C'est un cofacteur très liposoluble trouvé dans la membrane interne des mitochondries des chloroplastes chez les bactéries. C'est le seul coenzyme qui n'est pas groupement prosthétique. Donc, s'il n'est pas groupement prosthétique, donc c'est un donc la liaison elle est faible. Revenons là, on avait dit donc juste à chaque fois je voudrais que vous ayez cette habitude de jongler dans votre cours à chaque fois que vous revenez. Donc, on avait dit qu'il y a soit proenzyme, soit groupement prosthétique. On avait dit que groupement prosthétique, la liaison, elle est très forte. Proenzyme, c'est une liaison qui est faible. Donc, avec bien sûr la partie protéique. Donc là, on vous dit que c'est le seul coenzyme qui n'est pas de groupement prosthétique. Aucun groupement polaire. Donc voilà, on n'a pas de groupement polaire dans la structure. Et ce N, voilà, le N qui est là. Donc c'est une chaîne, une N de chaîne isoprénique, N. Bien sûr, il varie selon les espèces. Par exemple, K des levures, N égale à 6, K égale à 10, K des mammifères. Ce sont des coenzymes qui participent au transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire en acceptant les hydrogènes provenant de la FMN qui provient de NADPH, de la déshydrogénase. C'est le dernier transporteur de protons. Vous allez bien étudier vous allez utiliser les ubiquinones dans la respiration, quand vous allez étudier la respiration dans la suite du cours. Et bien sûr, là, bien sûr, on doit en parler ici parce que vous devez connaître ce que c'est. Chez les bactéries, il existe ce qu'on appelle une naphthoquinone, connue sous le nom de K1 ou bien vitamine K1. Donc, on va passer à un autre type, coenzyme à noyau M ou bien cytochrome. Donc, un noyau M ou cytochrome. Ce sont des composés qui résultent de l'association d'un noyau tétrapyrolique, c'est ce qu'on appelle le noyau M. Donc, si vous regardez bien sûr, si vous avez la structure du noyau M, c'est de la structure de l'hémoglobine. Par exemple, l'hémoglobine qu'on a dans le sang, on a c'est ce qu'on appelle un noyau tétrapyrolique avec un noyau M. C'est donc un noyau M est d'un atome de fer. On a un atome de fer à l'intérieur. C'est un coenzyme correspondant au groupement prosthétique. Le fer, il est sous sa forme Fe2+, ou bien Fe3+. Alors ici, il y a une structure qui est compliquée. Donc là, je parle juste, je vous ai donné de quoi il s'agit. Peut-être, je vous conseille quand même d'aller voir juste la structure de l'hémoglobine avec le fer à l'intérieur, mais je ne vous demanderai pas de la prendre. Mais sachez, d'ailleurs, sachez que le fer, il est sous sa forme Fe2+, et Fe3+. D'ailleurs, vous savez que le sang, dans les cellules sanguines, on a l'hémoglobine, et cette hémoglobine, elle contient ce noyau M dont on est en train de parler. Alors, c'est quoi les propriétés de cette coenzyme qu'on appelle coenzyme à noyau M ou bien cytochrome? C'est quoi sa propriété? Ce sont l'hémoglobine, vous savez qu'il est rouge, il est coloré. Ce sont des substrats qui colorent les tissus, il absorbe dans le visible. Chaque cytochrome a son spectre qui lui est propre. Donc, on a beaucoup de types de cytochromes. On ne va pas les citer tous, mais on va donner juste quelques exemples. Le spectre d'absorption sont distincts, donc je reviens là. Donc, on a fait juste le schéma comme tout à l'heure pour la NADPH, c'est-à-dire on a aussi trouvé que le cytochrome sous sa forme, il réagit sous sa forme réduite. Il a un seul maximum, donc il a sous sa forme oxydée, il a un seul maximum et il est de forme Fe3+. D'accord? Et voilà ce maximum. Par contre, sous sa forme réduite, vous avez 3 maximums et donc ça permet d'identifier est-ce qu'on est en présence de Fe2+, ou bien de Fe3+, ou bien de Fe2+. Est-ce qu'on est en présence du cytochrome sous sa forme oxydée ou bien cytochrome sous sa forme réduite. D'accord? Donc ça, c'est pour le coenzyme à noyau M, ce qu'on appelle les cytochromes.
coenzyme d'oxydoréduction, donc autre coenzyme d'oxydoréduction, on a ce qu'on appelle l'acide lipoïque ou thioxique. Alors ici, je les ai mis une en bas de l'autre pour que vous voyez une chose, c'est que voilà la structure avec un pont disulfure, vous connaissez, d'accord? Ici, vous avez un COOH, et là, ce cofacteur, l'acide lipoïque ou bien thioxique, il va se lier à l'enzyme, voilà l'enzyme avec une liaison peptidique, et voilà, et il passe soit de ça, soit à la partie donc oxydée, à la partie réduite. N'oubliez pas qu'on est en train de parler des coenzymes qui interviennent dans les réactions d'oxydoréduction. Et donc là, on a une lipoamide enzyme, c'est-à-dire là, on a le cofacteur lié à l'enzyme, ici sous sa forme oxydée, et ici le cofacteur lié à l'enzyme sous sa forme réduite, c'est-à-dire avec H. D'accord? Donc la fonction, donc là on est juste, donc faites attention là, c'est que là, le cofacteur tout seul, le cofacteur avec l'enzyme et le cofacteur avec l'enzyme sous sa forme réduite, c'est-à-dire oxydée réduite. Alors, la fonction carboxylique, il permet à l'acide lipoïque de se lier d'une façon covalente à l'enzyme par l'intermédiaire d'une fonction amide entre un résidu lysine. Donc ici, si on voudrait faire le détail, ça c'est une lysine, l'acide aminé, c'est une lysine, c'est un acide aminé basique. Donc entre une résidu lysine de l'enzyme et l'ex-fonction carboxylique de l'acide lipoïque. L'ex-fonction carboxylique, c'est-à-dire la lysine, elle va se lier par son NH et la fonction carboxylique de l'acide lipoïque. Il intervient dans la donc les enzymes, vous allez le trouver, il intervient dans la décarboxylation oxydative de l'acide alpha-cétonique. Cet acide intervient dans les réactions d'oxydoréduction par ouverture du pont SS. Voilà. Donc, elle intervient par l'ouverture du pont SS. Ici, c'est la forme oxydée. Il va donner la forme réduite. Bien sûr, c'est avec une réduction, avec une réaction, il va prendre donc le H2 donc d'une certaine réaction et il va le mettre avec ouverture du cycle et fixation de 2H. Alors, un autre type, toujours dans ce type de coenzyme, le glutathion. Le glutathion, c'est un tripeptide formé d'acide L-glutamique, la L-cystéine et le glycocol. Alors, c'est quoi? Donc, le glutathion, il permet de maintenir sous forme réduite certains groupements thiols en évitant la création de ponts disulfures. Donc, c'est ça l'action du glutathion. C'est que des fois, dans des réactions biochimiques, on ne veut pas que ces ponts disulfures se forment. Donc, ce glutathion, c'est lui qui va maintenir sous forme réduite certains groupements thiols en évitant bien sûr la création de ponts disulfure. Et voilà. Donc, le pont disulfure, vous savez ce que c'est ça, voilà un pont disulfure. Dans certains cas, on n'a pas besoin de ce pont disulfure. Et donc, le glutathion, il va maintenir sous sa forme réduite pour qu'il n'y ait pas ce pont disulfure. Alors, le glutathion, donc, on a dit qu'il est un tripeptide, trois acides aminés. Alors, on le marque comme ça, G, glutathion GSH. Dans ce sens-là, on va avoir GS, SG, c'est-à-dire un pont disulfure. Il va maintenir le groupement thiol pour éviter qu'il y ait donc un pont disulfure. Toujours dans ça, donc je parle par des schémas et je donne quelques propriétés. La vitamine C, aussi, on l'a vu, l'acide ascorbique, on l'a vu en biochimie structurale. Voilà la structure de l'acide ascorbique que nous, on connaît donc le langage commun, on parle de vitamine C. Alors, sa déficience, c'est-à-dire la vitamine C, sa déficience en manque, il provoque ce qu'on appelle la maladie qu'on appelle le scorbut. C'est une maladie du tissu conjonctif. Donc, au début, vers les années, depuis donc, le XVIIIe siècle, il y avait des marins qui avaient des problèmes de peau, de tissu conjonctif, et ils ont vu parce qu'il manquait
il leur manquait cette vitamine C. Alors, c'est quoi l'activité biologique principale de vitamine C? C'est le maintien des tissus conjonctifs, augmentation de la résistance de l'organisme aux infections. Alors, il est industriellement produit à partir du glucose. Il a une action antioxydante utilisée en industrie agroalimentaire pour éviter la détérioration des cancers par la réaction radicalaire impliquant l'hyperoxyde. C'est-à-dire que dans l'industrie agroalimentaire, pour faire des conserves, on ajoute de la vitamine C parce que c'est un antioxydant naturel. Alors, la vitamine C intervient dans la synthèse du collagène. Donc, un quart le collagène, on sait que c'est le un quart des protéines totaux de l'organisme. En fait, donc on vous a dit que cet acide ascorbique ou bien cette vitamine C, qui est un cofacteur, donc au début, on ne savait pas son importance. En fait, c'est un cofacteur qui intervient dans plusieurs réactions. Alors, avec ça, on arrive à un autre type de cofacteurs, ce sont les cofacteurs de transfert. Donc, on a dit, il y a les cofacteurs d'oxydoréduction qui interviennent dans la réaction d'oxydoréduction et il y a les cofacteurs qui interviennent dans dans les cofacteurs de transfert. C'est bon, vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. D'accord, répondu parce que je n'entends plus rien. Je me dis, est-ce que vous êtes là? D'accord. Donc voilà, donc on est arrivé au cofacteur de transfert. Ce sont les deuxième type de cofacteurs, c'est les cofacteurs de transfert. On va donner quelques exemples. Par exemple, on va commencer par les nucléotides triphosphates que vous connaissez bien. Donc on a vu déjà un exemple. C'est important dans la réaction de synthèse et de dégradation. Donc, ils ont bien sûr, ils ont une importance dans les réactions de synthèse et de dégradation, ils vont soit prendre un phosphate ou bien donner un phosphate, par exemple. La synthèse des phospholipides, elle a besoin de la CTP, c'est-à-dire la cytosine triphosphate. On reconnaît l'ATP, adénosine triphosphate. Vous avez GTP, guanosine triphosphate, UTP, CTP. On a déjà vu ça dans le cours de biochimie structurale. Et là, donc, on vous donne un exemple. Donc, on vous donne un exemple, c'est que ici, vous reconnaissez, donc vous reconnaissez le sucre qui est le bêta-dérivose, la base qui peut être soit la dénine, la guanine, la cytosine, l'uracile. Et ici, vous avez 3 phosphates et vous savez que ces liaisons sont pyrophosphates, c'est-à-dire que quand elles sont dégradées, elles libèrent de l'énergie. Chaque phosphate libéré, il va donner une certaine énergie qui va être utilisée par d'autres réactions dans la cellule. Donc, vous allez utiliser vraiment en métabolisme cette notion d'ATP. Donc, un autre type, donc le premier type, c'est les nucléotides triphosphates qui entrent dans les cofacteurs de transfert. Deuxième type, c'est la phosphate de pyridoxal, la vitamine B6. Alors, juste une parenthèse. Par exemple, quand vous êtes fatigué ou bien pour certaines maladies, ou déjà quand vous êtes en surmenage d'examen, vous allez vous allez chez le pharmacien ou bien chez le médecin, vous demandez, je voudrais donc des fortifiants, je voudrais quelque chose, des fortifiants. On va vous donner des vitamines. En fait, ce sont les vitamines qu'on est en train d'étudier maintenant. En fait, ce sont les cofacteurs des enzymes. On ne va pas vous donner les enzymes, mais on va vous donner, soit vous allez trouver la vitamine C tout seul, ou bien on va vous donner vitamine P1, P6, P12, etc. C'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. En fait, c'est quoi ces vitamines? Ce sont les cofacteurs qui vont aller et donc être utilisés avec les enzymes pour votre métabolisme. D'accord? Donc, ça va permettre de booster le métabolisme. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a des fois, on a un ensemble de P1, P6, P12, etc. Ou bien, on va vous donner rien que la vitamine C ou un autre composé. Donc, c'est pour le métabolisme, c'est pour ça qu'on administre ça.
Donc, la phosphate de pyridoxal ou bien la vitamine P6. Donc là, je donne toujours le nom, si vous voulez, l'appellation biochimique. Et là, je donne l'appellation ou bien le nom commun. On l'utilise sous le nom de vitamine P6. C'est un cofacteur intervenant dans les réactions concernant le métabolisme des acides aminés, des carboxylations, transamination, alpha-bêta-élimination, racémisation, dégradation de synthèse, etc. Exemple, la désulfuration de cystéine en alanine. Vous connaissez la cystéine et vous connaissez l'alanine. Elle intervient également dans les réactions de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène, que vous allez voir dans le cours de métabolisme. Voilà la structure de la vitamine B6. Alors, donc la vitamine, donc voilà la structure de la vitamine B6 qui va assurer donc le transfert de phosphate d'un substrat pour avoir un certain produit. Toujours dans les vitamines, vous remarquez, donc c'est notre vitamine P1 ou bien la thiamine pyrophosphate. Alors ici, j'ai marqué, c'est la partie, donc cette partie-là que j'ai mis ici en rouge, c'est cette partie-là qui intervient, qui réagit dans la réaction. Donc ça c'est le cofacteur, mais la partie qui réagit, c'est cette partie que j'ai mis en rouge. En fait, il y a échange isotopique au niveau des carbones trouvés entre N et S, entre N et S. Donc c'est cette partie-là, que j'ai mis ici. Ce TPP, c'est-à-dire thiamine pyrophosphate, intervient dans les réactions de décarboxylation oxydative, pyruvate succinyle, coenzyme A. Tout ça, vous allez le voir en détail. Enfin, là, on est en train d'étudier le détail, comment ils réagissent, mais en métabolisme, on va juste vous parler de l'enzyme et vous devez savoir son coenzyme. Alors, elle intervient dans les réactions non oxydatives, pyruvate, acétaldéhyde et dans les voies de pentose phosphate, réaction de transacylisation. Toutes ces réactions vont se faire au niveau du carbone, voilà, ce carbone-là. En fait, pour faire cette étude, les chercheurs, ils ont utilisé ce qu'on appelle le D2, le deutérium. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un isotope de H2O. Donc, il est radioactif. Donc, ils ont injecté au lieu de l'eau, ils ont mis le D2O, et donc qui est radioactive, et ils ont suivi, et ils ont trouvé que là, c'est cette partie-là, c'est cette partie qui intervient, et spécialement, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu cette réaction. Donc, toujours un autre coenzyme, on est toujours dans les coenzymes de transfert, un autre coenzyme, le coenzyme A, ou coenzyme SH. Coenzyme ASH va permettre l'activation du groupement acyl. Il intervient dans le transport et l'activation à l'état de thioester des unités acylées ou acétylées grâce à son soufre terminal. Alors ici, bien sûr, on ne va pas vous demander de connaître toutes ces structures, mais quand même, regardez pour bien suivre. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette coenzyme A? Vous reconnaissez le sucre, qui est un pentose, lié à l'adénine, d'accord? Et lié à donc ici, vous avez deux phosphates et lié à ce qu'on appelle ici un acide pentotique ici. Et vers la fin, quand vous venez là, vous trouvez, il y a un pont disulfure avec un SH, un pont disulfure, vous avez un thiol, un soufre. C'est la partie réactive de la molécule CoASH. D'accord? En fait, on va soit la retrouver sous la forme SH ou bien S en fonction donc de la réaction. Et donc, on est presque à la fin de ces coenzymes. Donc, on a encore un autre, c'est l'acide folique, toujours dans les réactions de transfert. L'acide folique, il doit tout d'abord être réduit à, donc voilà la structure de l'acide folique. Il doit être tout d'abord réduit au niveau des atomes 7, 8, 5 et 6. D'accord? Donc, voilà, donc l'acide folique, c'est tout ça. Il ne peut réagir que s'il est réduit à ces niveaux-là. Et en fait, donc cette réaction, elle se fait en deux étapes qui sont, voilà. Donc l'acide folique, on n'écrit pas acide folique, on écrit juste F. C'est l'acide folique. Donc F,
elle va se faire en 2 étapes parce qu'on a dit, il doit être, pour réagir, elle doit être réduite tout d'abord au niveau de 7 et 8, puis après au niveau de 5 et 6. Donc, elle va se faire en 2 étapes. Donc, F avec une NADPH, NADP+, d'accord, il va donner donc là, donc elle intervient sur la forme réduite qui va donner la forme oxydée. Alors, une certaine enzyme, je ne vais pas donner le nom pour ne pas trop compliquer, elle va passer à FH2 et après à FH4, d'accord? Sous la forme FH4, il va recevoir un groupement monocarboné, par exemple un méthyle, qui va céder à une autre molécule réceptrice, c'est le rôle de transfert. Donc, il intervient, l'acide folique, il intervient sous cette forme-là. Donc, il doit déjà être préparé passer par 2 étapes F et FH2. Et à ce niveau-là, il va par exemple prendre une molécule monocarbonée, par exemple un méthyle, et il va le céder à une molécule autre qui est donc, c'est le rôle de transfert. Donc, on a donc, je préfère, il reste un seul cofacteur, on le termine, comme ça la prochaine fois on commence un autre chapitre. Donc la biotine, là pour la biotine, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous êtes fatigué ou en surmenage, on peut vous donner qui se trouve même à la pharmacie sous ce forme, ça s'appelle biotine. Ou bien c'est la vitamine H, en fait, c'est un stimulant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va aller à ces enzymes-là qui interviennent dans le métabolisme, dans notre métabolisme. Il intervient essentiellement dans les réactions de carboxylation. Il assure la fixation d'un CO2, donc nécessite la biotine, soit elle doit être transformée. En fait, voilà la biotine. Vous avez une liaison amide, comme tout à l'heure. La biotine, c'est tout ça jusqu'ici. Là, elle se lie par la lysine avec la apoprotéine. Donc là, on a donné ici, dans ce que vous avez devant vos yeux, c'est la partie apoenzyme de l'enzyme liée par sa lysine avec une liaison ici, liaison amide, et c'est une liaison donc ici avec la biotine. D'accord? Alors en fait, qu'est-ce qui va se faire? C'est que cette biotine, celle-là, on vient de voir ici, cette biotine, elle va, biotine plus HCO3-, par exemple, c'est un type de réaction, plus ATP, avec une enzyme qui s'appelle la carboxylase. Donc, il va donc passer à, on ne va plus avoir HCO3- plus ATP, on aura ADP plus PI. Et donc, en fait, si on veut récapituler tout ce qu'on a, donc enzyme biotine plus HCO3- plus ATP va donner enzyme biotine CO2 plus ADP plus PI. Et donc, enzyme biotine CO2, celui-là, plus un accepteur va devenir enzyme biotine plus un accepteur de CO2. En fait, en gros, si on veut résumer, c'est que cette enzyme biotine, elle a transféré un CO2, d'accord, et elle est devenue ici au niveau d'un certain accepteur. C'est ça, sa fonction. C'est le rôle de transfert. Donc avec ça, parce on est arrivé à un autre type donc, unité enzymatique, on va s'arrêter là. Mais seulement, sachez que les cofacteurs sont essentiels pour la réaction enzymatique, qu'il y a les cofacteurs qui interviennent dans la réaction d'oxydoréduction, ceux qui interviennent dans les réactions de transfert. Alors, sachez leurs propriétés. Par exemple, ces derniers-là qu'on vient de voir, c'est pas la peine de les connaître, mais pour le NAD, NAD+, FAD, FMN, ça, il faut les connaître et bien sûr savoir leurs propriétés. Donc, avec ça, donc, je vous dis que le cours est terminé et donc on se voit la prochaine.